Les investisseurs qui ont été voir leur portefeuille boursier au cours des dernières semaines, ben, ils ont vu que ça avait remonté beaucoup et quasiment revenu à ce qu'on était au mois de février, avant la spectaculaire chute là, et la journée de la libération au début avril. Frédéric Turcotte, conseiller financier, comment ça va? Allez bien, ça va très bien, merci. J'imagine que là, tes clients appellent et disent ben, qu'est-ce qui se passe? Ça a remonté. Qu'est-ce qui se Ben, passe? c'est une drôle de situation. On est en fait à la mi-année, Pierre. En mi-juin, donc on peut se dire, on va regarder un peu ce qui se passe comme tendance dans le marché. Il y a trois choses que je retiens, trois petits sujets rapides. La première chose, c'est que les grosses technos, les gens commencent à ralentir, les investisseurs à ralentir, s'investissent moins dans les technos. Donc, nos sept gros qu'on parle très souvent, toi et moi, quand on voit la moyenne mobile des achats, écoute, ça vient de baisser à peu près de 12%. C'est le plus bas, la baisse la plus importante depuis 2022. Donc, c'est quand même significatif. Alors, tu vois, une part de marché qui a baissé à peu près de 24 points, de 24% dans les deux derniers mois. Puis en 23, la plus grosse baisse historique, c'était 42. Donc, on est comme à la moitié d'une plus grosse baisse jamais enregistrée pour ce secteur-là, ce Ouais. sous-secteur-là, si tu veux, des technos. Donc, je pense que les gens prennent des profits. Les investisseurs prennent des profits dans les grosses technos qui ont quand même, comme tu l'as dit, remonté depuis la baisse du début de marché. Ça, c'est la première chose. La deuxième, ben, tu l'as mentionné, c'est la reprise. Écoute, le marché a progressé de 20% dans les 40 dernières séances à la bourse. C'est la troisième meilleure performance du siècle, Pierre. C'est vraiment intéressant de voir que la reprise a été forte comme ça. Nasdaq 27,3%, troisième plus haute forte, hausse depuis 2002. Là, ouais, on avait eu un gros crash. Alors, en début du siècle. Alors, écoute, donc, c'est des reprises importantes. Et là, on se retrouve à peu près à 2% pour le Standard Poor's du sommet. Puis, pour le Nasdaq, à peu près aussi à 1,8, 1,9 au moment où on se parle aujourd'hui. Donc, c'est vraiment des remontées intéressantes. Alors, tout vient à point qu'il sait attendre, n'est-ce pas, dans le marché boursier. Ceux qui n'ont pas aimé le début d'année et les effets des tarifs, la journée de la libération et tout ça. Donc, il fallait rester investi. C'est ça le discours. Puis le troisième point aussi, je pense que c'est intéressant de remarquer que le détail, ce qu'on appelle le retail en anglais, le secteur du détail, donc tes auditeurs, toi et moi, mes clients, on atteint aux États-Unis des records de participation, 36% du détail dans tous les achats d'actions aux États-Unis. Avant la pandémie, là, c'était 10% seulement. Donc, il y a Ça, vraiment ça une veut dire, ouais, ça veut dire que depuis les dernières années, les petits investisseurs sont présents, là. Exactement. Donc, face à on connaît les gros joueurs, là, les institutionnels, les fonds de couverture, les hedge funds, tout ça. Donc, les caisses de dépôt et autres, tout ça. Donc là, le détail prend quand même 36% de toutes les transactions aux États-Unis d'actions. Et écoute, puis tout ça, ça amène forcément une hausse, on vient d'en parler. Puis un autre effet aussi de la hausse, là, c'est la capacité maintenant des entreprises depuis une dizaine d'années de racheter des actions, les buybacks d'actions. Donc, les grosses corporations, les grosses sept entre magnifiques, rachètent des actions qui ont été sous-évaluées avec les dernières baisses et réinvestissent donc avec leurs bénéfices dans des nouveaux projets. Alors, tout ça, ça stimule les hausses à la bourse. Alors, écoute, on peut se dire donc que les institutionnels sortent un peu des actions des grosses technos, puis et le détail en a acheté beaucoup dans les deux derniers mois. Donc, c'est un marché qui est positif pour tout le monde, finalement. Quand il y a un buyback, là, un rachat d'actions, souvent on a un programme de rachat d'actions qu'on annonce, c'est des millions, souvent les grosses Oui, compagnies. Ça, c'est parce on rachète des actions en circulation, donc ça fait exact. monter le profit par action. C'est ça, Oui, on là. veut diminuer le float, hein, la quantité d'actions disponibles dans le marché. Donc, forcément, ça a un effet en enlevant des actions, en rachetant sur la rareté. Donc, ça donne un boost à la hausse sur le prix de l'action. Donc, les investisseurs, comme toi et moi, ben, on est content de voir ça parce que ça contribue donc à la hausse très souvent des actions. Bon, c'est décrié par certains aussi, là, les rachats d'actions des compagnies. On dit que c'est des façons artificielles de soutenir le prix des actions. Mais du côté de l'investisseur, et de mes clients, bien, on est content de ça, de voir que le prix, ça contribue au prix de la hausse du prix des actions. Voilà. Qu'est-ce qui se passe lors d'un décès d'une personne avec un portefeuille de placement? Ça, souvent, c'est des cas que tu as Ben, devant ça toi, là. arrive, oui, oui. J'ai eu un exemple récemment. Écoute, j'étais en communication avec le fils d'un client dans les derniers mois, dernières années.
pas un énorme portefeuille, mais bon. Et là, le client, le fils me dit, écoute, on va laisser ça comme ça, on va laisser l'argent dans le compte quand même, on va pas retirer l'argent pour l'amener du côté bancaire, du côté personnel du client. Alors, donc là, comme ça arrive, le client décède. Alors, et là, on est pris devant un choix d'ouvrir un compte de succession. Très souvent, ça arrive. Si le compte est bon, en fait, ça dépend des banques, ça dépend des institutions financières. Ouais. Donc, ça dépend de combien il y a d'argent dans le compte, mais disons que d'une façon générale, il faut ouvrir un compte de succession, à moins que ce soit des plus petits montants. Donc, il y a des seuils donc, que les institutions financières vont appliquer ou pas. Alors, quand une personne décède comme ça, c'est une mécanique un petit peu compliquée quand même, là, un peu qui demande à la succession, donc les enfants très souvent, donc de produire des documents. Là, ça prend une preuve de décès, le certificat de décès, ça prend l'original. Il faut que le courtier comme moi, on voit l'authentique, le document authentique qui a été certifié. Euh, ou le document aussi du salon funéraire, ça peut faire agir comme preuve. Avant ça, il fallait en prendre des photos, c'était compliqué, mais maintenant, on doit seulement le voir. On doit aussi voir les copies notariées du testament, donc voir qu'il y a un testament qui existe. Et ça prend aussi des recherches testamentaires faites par un notaire, donc ça en prend deux recherches pour voir s'il y a vraiment un seul testament, s'il n'y en a pas deux ou l'autre qui sont en circulation. Alors qu'une fois, donc, on a valider comme courtier ces documents-là. Là, on peut ouvrir le compte de succession si on est en haut du certain seuil là, qui est demandé. Donc, quand c'est des plus petits montants, on peut vider le compte, retourner l'argent à la succession et là, ils le mettent à ce moment-là dans le compte de banque. Alors, mais ça a une incidence plus large que ça aussi parce que là, comment ça fonctionne, c'est que au décès, toutes les actions, tous les fonds sont réputés pour avoir été vendus immédiatement avant le décès, donc à leur juste valeur marchande. Alors ça, c'est la première chose. Donc, si quelqu'un décède, automatiquement, son portefeuille, il est reconnu à être disposé, donc vendu. Alors ça fait forcément deux chemins qui s'appliquent quand on vend son portefeuille. Ben, il y a soit un gain de capital, alors, on prend le prix de base ajusté, ce qu'on a payé, puis on regarde la valeur marchande des titres. Et si bien, la valeur marchande est plus grande, ça fait un gain en capital. Alors, ce que les gens n'aiment pas avoir beaucoup dans les comptes, comptants particulièrement. Alors, ça a donc une incidence fiscale. Alors, 50 on est imposé au Canada, 50 du gain de capital est imposé. Alors ça, c'est la dernière déclaration d'impôt du décédé qui va avoir donc des gains qui vont s'appliquer dans son dernier rapport d'impôt. Alors forcément, ça veut dire de l'impôt à payer probablement pour la succession s'il y a un gros gain de capital. Alors un gain de capital, rapidement, là, on voit comment ça fonctionne. Donc, tu as 50 000 d'actions, tu as acheté ça pour 50 000 d'actions, tu les vends 80 000, tu as un gain de 30 000, bien ton imposition, c'est la moitié du 30 000, donc 15 000, 50 du 30 000. Alors, c'est ça qui se rajoute à l'impôt de succession. Alors, il y a des exceptions. On peut rouler la succession au conjoint si le conjoint survivant existe, la personne est toujours vivante, bien sûr. On peut rouler sa succession. À ce moment-là, il n'y a pas de disposition. Là, on ne vend pas, l'impôt n'est pas retenu directement. Il n'y a pas de disposition réputée. Donc, il n'y a pas de gain dans l'immédiat. Et c'est ajusté. Le conjoint, lui, se ramasse avec le prix de base ajusté du défunt. Il ramasse, si tu veux, le prix que le conjoint a payé, celui qui est décédé. Et après ça, bon, il écoute la succession qui met en place pour le rapport d'impôt et tout ça. Donc, ça veut dire que c'est un processus qui prend généralement presque 2 ans pour la succession de faire les rapports d'impôt, récupérer les documents, fermer les comptes, en ouvrir un quand c'est un compte de courtier. Alors, c'est une mécanique pour la succession qui est parfois assez lourde et il y a des façons de se sauver de ça un peu quand même, hein. On peut, quand c'est des plus petits montants, parler à notre courtier de dire, OK, on va vendre et puis on va tout de suite rapatrier l'argent du vivant de la personne, du client. Ça, c'est la première façon de s'en sauver. Sinon, on est pris avec un compte de succession si on est dans un trop gros compte. Donc, il y a des roulements. Donc, les stratégies, bon, écoute, il y en a plusieurs. Là, évitez, je ne veux pas prendre trop de détails parce que c'est de la mécanique assez complexe, mais c'est quelque chose qui arrive assez souvent, je vous le dirais, puis les auditeurs peuvent avoir un parent qui être impliqué dans une succession. Là, c'est ton père qui décède, ta mère. Forcément, c'est les enfants qui ramassent ça ou qui accompagnent le conjoint survivant. Alors, c'est une mécanique là, où ça prend des spécialistes parce qu'il y a toutes sortes d'étapes. On peut sauver, rouler au conjoint. On peut transférer ça dans une fiducie. Il y a toutes sortes de façons de faire. Euh, on peut utiliser aussi faire des dons d'actions à un organisme de bienfaisance. Ça, il existe des outils aussi pour
passer du revenu d'un compte, entre autres avec des actions créditives, pour éviter de payer de l'impôt, donc de faire des dons. Alors ça, il n'y a pas de gain de capital à ce moment-là. Mais là, ça prend des spécialistes. Il faut vraiment que les gens nous parlent Oui. pour avoir ce genre de suivi-là. Il y a des polices d'assurance qui peuvent se prendre aussi. On peut geler aussi la valeur du portefeuille par un gel successoral. Alors, il y a toutes sortes de mécaniques comme ça qui existent. Et bien sûr, ça prend un testament à la base pour être capable de définir comment on veut, à notre décès, que ça soit utiliser les profits qu'on a fait dans notre compte. Voilà, Non. c'est un peu complexe tout ça, mais ça dépend de la situation. Il faut faire Ouais. affaire à des spécialistes et on est là pour ça, pour ouvrir les comptes. Et puis moi, mon client, heureusement, c'est un montant qui était en bas de la limite. Donc, je vais pouvoir, une fois que j'aurai visualiser les documents, faire retourner l'argent dans le compte de banque de la succession. Donc, on évite d'ouvrir un compte de succession chez PIC avec moi. Toi, tu dis que quelqu'un mettons, qui est en phase terminale, c'est peut-être mieux de liquider le portefeuille de son C'est- vivant. Bien, c'est un peu plus simple, oui, parce que là, tu évites à la succession d'avoir à T'évites prendre toute la toutes les recherche et décisions. Oui. toutes C'est les certain que là, attentes. c'est certain que oui, là, tu peux avoir si c'est OK, je des comptes comprends. comptants, il y a des gains de capitaux, tout ça, tu vas avoir de l'impôt à payer, là, tu ne te sors pas de ça. Non, Mais si mais tu veux faciliter un peu la succession, parce que la succession, elle se ramasse des fois avec une maison à vider, avec les rapports d'impôt, les comptes de banque, trouver les papiers, comme tu viens de le dire. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et ça prend du temps. Donc, il y a des gens qui sont surpris que je leur dis, écoutez, vous en avez peut-être pour 2 ans avant de finaliser complètement le décès de votre parent ou votre conjoint. Alors, et l'autre chose aussi, moi, ce que j'ai vu, là, 2008, quand les marchés ont planté de 50 là, ben moi, j'ai vu des gens dans une succession là, être pris à vendre, mais genre 6 mois après le crash, parce que la personne qui était décédée est décédée avant le crash boursier. ouais. Elle ne pouvait rien faire, là, c'est sa vie comme ça. Mais comme c'était long, tout vider le compte et tout, et tout, et tout, ils ont quand même perdu quasiment la moitié du portefeuille là, en termes de Oui, oui, valeur parce que boursière, là. t'es répudié avoir disposé donc avant ton décès. Donc, si effectivement le crash a lieu plus tard, ouais, c'est ça. C'est pas des situations agréables, c'est bien sûr émotif tout ça, Exact. et c'est pas des situations de fun nécessairement à vivre. Donc, il y a des moyens qui existent, il y a des spécialistes qui sont là pour vous aider Donc, ça se à planifie, devancer. hein, c'est ça. Ce que tu dis, c'est que si quelqu'un est en phase terminale, ça se planifie, là. Ah oui, oui, tout à fait, exactement. Oui. Dollarama. Ah, écoute, on parle rarement de stocks techno, des stocks canadiens, toi et moi. On parle beaucoup de techno des fois. Mais Dollarama, c'est vraiment dans l'éventail des compagnies canadiennes, un peu un darling, un stock qui a une histoire intéressante, qui est pas oublié, je dirais, par les investisseurs, parce que beaucoup de monde ont des Dollarama dans leur portefeuille. Mais c'est une drôle d'histoire d'avoir parti une chaîne avec un monsieur qui avait déjà un commerce. C'est la troisième génération présentement de commerçants qui ont parti en 2000, en 1992, un premier Dollarama. Et La famille Rossi, là. Ouais, la je sais. famille Rossi, c'est ça, c'est Lawrence Rossi, le père qui a ouvert son premier Dollarama à Matane. Je ne sais pas pourquoi c'était à Matane. Ben, il voulait faire, je pense que son modèle d'affaires, c'est si ça pogne en région, ça va pogner partout au Québec. Ah, peut-être, c'est peut-être ça, j'ai Mais pas il y vu avait ce des Rossi, détail-là. je pense, Ouais, ouais. aussi, du côté Et de. écoute, sans faire l'histoire au complet, là, en 2004, il y a un gros fonds d'investissement privé, Bain Capital, qui investit dans l'entreprise en prenant une participation majoritaire. Hein. Les Rossi sont devenus minoritaires à ce moment-là pour soutenir la croissance. Et là, poum, ça a explosé. Alors, ils ont ouvert des commerces un peu partout à travers le Canada. En 2024, ils ont quand même fait aussi ils ont pris une participation dans une compagnie similaire aux États-Unis et au Mexique, qui est présente en Amérique du Sud, qui s'appelle Dollar City, donc ils étaient à 50,1 %. Et en 2024, ils ont monté à 60,1. Ils ont pris un autre 10 %. Et là, ils sont présents vraiment au Pérou, en Colombie, Salvador, Guatemala. Ils visent seulement dans cette partie-là du monde d'avoir 1050 commerces en 2031, donc dans quelques années. Et puis, c'est le Mexique qui est vraiment un des points Ouais. centraux de leur croissance. Alors là, ce matin, c'était les résultats. On est le 11 quand on se parle aujourd'hui. Et les résultats ont été très, très, très bons pour le premier trimestre. Écoute, ça a surpris vraiment les gens de Wall Street, encore une fois, parce que le bénéfice par action et le chiffre d'affaires ont monté. Ouais. Alors, le stock a pris 9 % aujourd'hui. Poup, d'un coup, il y avait déjà une très belle ride, depuis, une belle expression, depuis le début de l'année. Alors,
C'est que donc la capitalisation boursière continue de monter, le bénéfice par action est gros aussi. Écoute, donc c'est des chiffres de vente et de bénéfices intéressants. Les points clés, c'est que, écoute, les ventes continuent d'augmenter de presque 5 les ventes de magasins comparables à peu près 5 de plus de croissance. Donc, c'est ça que les gens ont aimé dans le rapport de ce matin. Donc, il y a une forte demande et c'est certain que l'inflation qu'on a connue, peut-être les réflexes de consommateurs d'aller acheter chez Dollarama continuent. Et l'expansion aussi de cette chaîne. Donc, ils veulent vraiment être, malgré que ça peut brasser avec les tarifs, avec la matière première, les produits qui viennent de Chine très souvent. Alors, ils sont très confiants du futur de Dollarama et ils veulent faire exploser le nombre de commerces. Donc là, c'est le fils de Lawrence, de Larry, qui gère, s'appelle Neil Rossi, qui est le PDG. Et le Mexique, comme je le disais tantôt, est vraiment au cœur là, de la croissance, ainsi que l'Amérique latine. Donc, je pense que c'est un stock intéressant à suivre. Ils sont même en Australie aussi. Donc, ils Oui, ils veulent viennent d'acheter un prendre détaillant en Australie, là. exactement une participation en Australie. Ça va être finalisé d'ici la fin juillet. Alors, c'est de la croissance encore, c'est de l'optimisme dans les marchés. Et puis, dans un secteur de détail où les marges, bon, elles sont peut-être pas si grandes que ça, mais quand même, je pense qu'ils réussissent, malgré les tarifs et tout, à bien naviguer à travers ça et les consommateurs sont là et achètent dans les commerces et puis les investisseurs bien, sont heureux à la bourse de voir le titre monter comme ça. Ouais, l'action, quand même, 180, 192. bon, 192 c'est une action qui a beaucoup monté dans les derniers mois. T'attends ou tu dis on attend voir ce À qu'est-ce qui chaque peut. fois qu'il y a eu des replis, si on le regarde sur le graphique, à chaque fois qu'il y a eu des Ouais. replis, ça a remonté par la suite. Oui, c'est Donc, ça. c'est Parce que peut-être ces chiffres sont intéressant. toujours meilleurs. Oui, exactement. Donc, c'est peut-être intéressant d'attendre un petit repli sur l'élan de 10 d'aujourd'hui, mais je pense qu'on a encore le coût-bénéfice. C'est pas une compagnie qui donne un dividende énorme, là, je pense que c'est des peanuts comme dividende, 0,22 de dividende. Euh, mais les bénéfices et la croissance des ventes sont là, et ça, c'est de la musique pour les investisseurs. Écoute, dans la dernière année, on a 36,8 de croissance depuis le début de l'année. Ah, c'est impressionnant. Quand C'est même c'est réussi. vraiment un détaillant à surveiller. De tout ce qu'on a dit aujourd'hui, Frédéric, il faut le dire, là, s'il n'y a pas de conseil financier, mais Non, exact. c'est pas des conseils, c'est toujours une discussion, toi et moi, qu'on essaie d'avoir. Euh, Écoute, c'est préparé par moi, donc je suis conseiller en valeur mobilière auprès de PEAK. C'est des sources que j'utilise qui sont fiables et pertinentes. C'est d'ordre général, ce qu'on discute, et ça s'avère bien sûr incomplet par rapport à la situation personnelle de tes auditeurs. Les présents commentaires, c'est pas des conseils d'investissement, puis c'est mon opinion et ça ne reflète pas celle, bien sûr, de valeur mobilière PEAK. Et Valeur Mobilière Peak n'est pas responsable du contenu de ce que je raconte avec toi. Mais si les gens veulent t'avoir comme conseiller financier parce que tu prends, là, tu as Oui, oui, on ouvert. est encore en développement avec mon Oui, fils c'est ça. Malcolm qui est là depuis 1 an maintenant, donc déjà. Alors oui, on est disponible. Les gens peuvent m'appeler au 681 91 poste 253 ou me retrouver sur Internet, c'est facile. Peak, Valeur Mobilière Peak, Frédéric Turcotte, et m'écrire un petit mot, puis on se parle via Zoom ou même en personne aussi. On a encore des bureaux, on existe encore physiquement, donc on est toujours possible de se rencontrer. Puis je prends des clients partout à travers la province aussi, même en Ontario. Je te disais tout à l'heure avant d'entrer en ondes que je me promène beaucoup dans le Oui. mois de juin, mais j'ai des clients un peu partout à travers le Québec et en Ontario aussi. Et là, les gens qui veulent avoir une seconde opinion, si vous avez un portefeuille, vous n'êtes pas sûr, Frédéric peut l'analyser pour Oui, vous. oui, tout à fait. Il va leur faire un plan de match. Et Oui, s'ils aiment le plan de match, ben, ils vont te prendre comme conseiller financier. exact. Frédéric Turcotte, toujours un plaisir. Frédéricturcotte.com, hein, c'est un peu ça. Oui, site web, c'est ça. Oui. Et on se reparle prochainement. Salut. Merci, Pierre. Salut. Bye.